Cette présentation sera consacrée au naturalisme, mouvement littéraire, culturel et artistique de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les origines du naturalisme avant d'analyser ses principes, incarnés par Émile Zola, en insistant bien sur le fait qu'on ne saurait réduire ce mouvement au genre romanesque. Tout d'abord, nous allons étudier en quoi les frères Goncourt incarnent les origines du naturalisme. On associe souvent Émile Zola au naturalisme. Cependant, il faut savoir que 15 ans avant que ce dernier n'expose sa conception du roman dans le roman expérimental publié en 1880, les frères Goncourt, Jules et Edmond, avaient déjà énoncé, dans la préface de leur roman Germigny la Certeux paru en 1865, plusieurs principes qui seront repris par le chef de file du naturalisme. Vous en avez un extrait dans votre brochure. Si l'on reprend cette préface qui se rapproche d'un véritable manifeste, on peut notamment noter l'importance accordée au vrai, le choix des milieux populaires, l'observation et l'analyse clinique de la réalité. Ce qui diffère par rapport au réalisme, c'est cette volonté d'aller encore plus loin dans la représentation du réel, à l'aide de la science qui a considérablement progressé au cours du XIXe siècle. Une phrase dans la préface le résume parfaitement, je la cite: « Le roman s'est imposé les études et les devoirs de la science. » Chez les naturalistes, le lien entre littérature et science est donc essentiel. Dans un second temps, nous allons voir en quoi Émile Zola est le chef de file incontesté du naturalisme. Comme nous l'avons dit précédemment, Zola définit les caractéristiques du roman naturaliste dans le roman expérimental publié en 1880 et dont vous avez un extrait dans votre brochure. Il explique dans ce texte manifeste qu'il entreprend d'appliquer à la littérature les théories du scientifique Claude Bernard concernant l'expérimentation, c'est-à-dire l'action d'apprendre à partir de l'expérience. Zola se propose de suivre la même démarche d'expérimentation en remplaçant le terme médecin par le mot romancier. Le principe est le suivant. À partir d'une observation faite sur un fait social, par exemple la violence ou encore l'alcoolisme, le romancier invente une situation. Cette démarche, qui se veut objective, nécessite de se documenter minutieusement. La volonté de fixer sa doctrine littéraire dans une œuvre théorique abondante fait de notre écrivain le chef de file incontesté du naturalisme. Le véritable déclic chez Zola a eu lieu quelques années auparavant, en 1868, suite à sa lecture du traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle, composé par le docteur Lucas. L'écrivain naturaliste
souhaite alors illustrer la thèse développée dans l'ouvrage du docteur Lucas concernant l'origine héréditaire des comportements humains. Il décide de composer une vaste chronique familiale, que nous connaissons bien sous le nom de la fresque des Rougon-Macquart, intitulée « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». L'histoire de cette famille s'étale sur 20 romans qui sont parus de 1871 à 1893. Notre romancier a écrit régulièrement, et pour la petite anecdote, sa devise était « Pas un jour sans une ligne ». Il a conçu un arbre généalogique très précis. Tout remonte à l'aïeule Adélaïde Fouque, dit tante Dide, qui sombrera dans la folie. Elle se marie d'abord avec Rougon, un paysan, un homme équilibré, et la descendance qui en est issue est légitime, équilibrée intellectuellement, mais bon, peu scrupuleuse moralement. Cependant, à la mort de Rougon, Adélaïde Fouque prend pour amant Macquart, un contrebandier alcoolique marqué par de nombreux vices. De Macquart est issue la branche illégitime de la lignée familiale. On a donc une famille qui se scinde en deux branches, certes, mais la névrose originelle de Fouque, la fameuse fêlure, eh bien cette fêlure marquera toute la descendance. La trame de l'histoire repose donc sur un déterminisme héréditaire négatif, voire catastrophique, mais aussi sur un déterminisme social. Les personnages, qui sont tous marqués par la tare provenant de la tante Dide, ne peuvent échapper à leur destin, car selon Zola, le libre arbitre n'existe pas. Cette conception pessimiste entre en contradiction avec la confiance de l'écrivain dans l'avenir, dans le progrès et dans les bienfaits de la science. Le dernier roman de la série, Le Docteur Pascal, publié en 1893, montre d'ailleurs que l'homme peut l'emporter sur son déterminisme en exerçant efficacement son intelligence. C'est dans la préface de son roman L'Assommoir, paru en 1877 et dont vous avez un extrait dans votre brochure, que Zola rappelle l'organisation de sa fresque. Dans ce texte, il se défend également contre les attaques dont il fut victime en opposant à la prétendue immoralité de son roman l'exigence de vérité. Je le cite. C'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas, qui est l'odeur du peuple. Pourtant, le naturalisme défini par certains de manière réductrice comme un réalisme cru, un réalisme vulgaire, eh bien ce naturalisme suscite une violente opposition au nom de la religion et de la tradition. Des critiques ont ainsi qualifié cette littérature d'ordurière, de littérature putride, et Émile Zola a été caricaturé sous la forme d'un porc ou d'un enquêteur en train de scruter attentivement un excrément caché dans un coin. Par ailleurs, on peut rappeler une limite propre au naturalisme. Les choix et les adaptations opérées par les romanciers s'opposent implicitement au principe de vérité scientifique pure. On soulignera notamment que la vision du réel transcrite par Émile Zola dépasse parfois la réalité, à l'image du train devenu véritable entité à la fin de La Bête humaine, roman publié en 1890. On associe systématiquement ou presque le genre romanesque au mouvement naturaliste. Mais c'est oublier que le naturalisme touche aussi le genre théâtral. C'est une nouvelle fois Émile Zola qui le théorise dans Le naturalisme au théâtre, texte publié en 1880 et dont vous avez un extrait dans votre brochure. C'est important de le signaler parce que c'est justement grâce à ce théâtre que la fonction de metteur en scène devient un art à part entière, notamment sous l'action d'André Antoine et de l'ouverture de son théâtre libre en 1887. En effet, le théâtre naturaliste accorde une grande importance au décor moderne, au décor réaliste à l'extrême,
parce que la scène doit souligner le lien entre le milieu et la vie de l'homme. Il faut refléter cette vie le plus fidèlement possible, avec des techniques au service de l'illusion et un jeu d'acteur extrêmement naturel. Le spectateur doit avoir l'impression d'assister à une tranche de vie. Cette volonté de représentation objective du monde réel se heurte à la fin du XIXe siècle à certaines critiques. On reproche ainsi au théâtre naturaliste de se limiter à une simple reconstitution de la réalité en oubliant la vérité cachée dans l'inconscient, vérité que se chargera de faire émerger le théâtre symboliste.